Bonsoir à tous. Édition spéciale au soir de cette manif pour tous qui a rassemblé aujourd'hui à Paris les opposants au projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe. Édition spéciale pour refaire le film de cette journée pas comme les autres, où 350 000 personnes selon la préfecture, 800 000 personnes selon les organisateurs, se sont retrouvées sur le pavé parisien. Mais aussi une édition spéciale pour essayer de mieux comprendre ce qui est en jeu. Dans une deuxième partie de cette émission, vous retrouverez Étienne Loraillère avec ses invités, le philosophe Rémi Brague, le sociologue des religions Jean-Louis Schlegel, et puis Tugdual Derville, co-organisateur de la Manif pour tous qui viendra également un moment. Ensemble, ils nous aideront à réfléchir aux questions posées aujourd'hui à notre société. Questions autour du mariage et de la filiation, bien sûr, mais aussi autour du fonctionnement du débat dans notre pays et de la place peut-être que peuvent ou doivent prendre les croyants, en particulier les chrétiens, dans ce débat. Mais pour commencer, revenons donc sur le déroulement de cette journée qui, malgré la traditionnelle guerre des chiffres entre la préfecture et les organisateurs, est incontestablement un succès pour les initiateurs du rassemblement. Les photographies en témoignent, le Champ de Mars était largement bondé. Une mobilisation à laquelle il faut ajouter aussi le rassemblement organisé par l'Institut Civitas qui défilait derrière la Manif pour tous sur le parcours de la place d'Italie. C'était donc cette journée un succès par le nombre, mais aussi un succès par le caractère familial qui a été la marque de cette journée, malgré le froid. Succès par la diversité de ceux qui défilaient, une diversité déjà illustrée dans le comité organisateur qui rassemble plus d'une trentaine d'associations différentes. En fin de matinée, ils ont tenu une conférence de presse, place d'Enfer Rochereau. Sybille Delettre était sur place. Qui ne saute pas n'est pas pour tous. Qui ne saute pas n'est pas pour tous. Nous agissions pour quelque chose qui nous dépasse et qu'il serait parfaitement illégitime de traiter par un vote à l'Assemblée sans que tous les Français soient informés, concernés et puissent s'exprimer. Il s'agit demain de changer véritablement la conception de l'être humain. Mes mots ne sont pas trop forts et nous venons le dire aujourd'hui dans la joie, la paix et le respect de chacun de façon très massive. Un enfant doit pouvoir naître d'un homme et d'une femme et la loi doit respecter cela. Je pense que ce qui est en train de se passer est assez révolutionnaire dans le paysage français de la réconciliation, parce que pour une fois, et ce n'était pas arrivé depuis 1984, les Français vont sortir massivement dans la rue, mais bien au-delà des clivages que l'on voudrait faire porter à la manif pour tous, qui serait une manif de blancs, catholiques et hétérosexuels. Nous sommes tous ensemble ici pour défendre la famille qui est le rempart de solidarité en cette période de crise où tout le monde est inquiet, dans une période très anxiogène. Nous demandons, nous supplions le gouvernement de ne pas la fragiliser, cette famille, mais de l'encourager, de la consolider et surtout de protéger nos enfants qui sont les plus fragiles de notre société. Alors oui, nous sommes là pour demander au gouvernement, s'il vous plaît, protégez nos familles, protégez nos enfants, laissez aux enfants le droit d'avoir un père et une mère et évitez que nous soyons obligés de nous appeler parents 1 ou parents 2. Oui, nous aimons la famille, nous aimons les enfants, nous aimons les personnes les plus fragiles de notre société. Dans cette conférence de presse de lancement qui témoignait déjà de la diversité évidente de ceux qui se mobilisent, parfois aiguillonnés donc par leur propre expertise professionnelle. C'est le cas des juristes qui s'étaient donné rendez-vous pour manifester ensemble après avoir, il y a quelques semaines, à l'initiative notamment de la juriste Aude Mirkovitch, adressé une lettre ouverte au gouvernement, le mettant en garde sur les conséquences de ce projet, en particulier pour les enfants. Ils avaient donc rendez-vous pour manifester ensemble. Ces juristes et Antonin Lebas les a suivis. À l'occasion de la grande manifestation nationale du 13 janvier contre le projet de loi du mariage pour tous, les juristes sont dans la rue. Étudiants, avocats et professeurs de droit se sont organisés pour alerter le gouvernement. Face à un projet mal construit et à un manque de consultation, ils veulent exprimer leur profonde méfiance face à une remise en cause profonde du droit de la famille.
Le rapporteur Erwan Binet nous expliquait que les opposants à cette réforme n'avaient pas d'arguments, ce qui est faux et outrageant. On a des arguments, c'est une réforme qui est brutale, qui est précaire, qui est impréparée, elle est bâclée clairement et potentiellement dangereux. Le changement de la conjugalité, le changement de la parenté, ce ne sont pas des choses anodines. Et la manipulation des enfants, la fabrication d'enfants adoptables, c'est une chose que l'on ne peut pas accepter. Et il s'agissait de dire non. À l'image de leur slogan, les juristes se retrouvent tous dans une conception de la loi censée protéger les plus faibles et donc les enfants. C'est à ce titre qu'Aude Mirkovic a initié un appel des juristes contre le mariage gay qui a réuni près de 250 signatures. Est-ce que le projet de loi nous organise, c'est rien de moins que la fabrication d'enfants adoptables, c'est-à-dire d'enfants délibérément privés de leur mère pour pouvoir être adoptés par un autre homme que leur père, ou d'enfants délibérément privés de leur père pour pouvoir être adoptés par une seconde femme. Et dans les deux cas, les juristes doivent protéger les enfants contre ça, parce que c'est rien de moins que l'esclavage des femmes et la traite des enfants, et ça mérite bien qu'on descende dans la rue. Touche pas à mon code civil, touche pas à mon code civil. Parce qu'à partir du moment où l'adoption et surtout la PMA sera autorisée, finalement, on rend quasiment officiel le fait qu'un enfant peut ne pas avoir un père ou une mère. Et ça, c'est une rupture de civilisation. Hein. C'est ce qu'on appelle une rupture anthropologique. Avant que cette rupture ne soit complètement actée, le dernier espoir des juristes repose sur le Conseil constitutionnel qui sera vraisemblablement saisi dès que le projet de loi sera voté. Voilà, même s'il se pose aussi la question du renouvellement des membres du Conseil constitutionnel, 3 sièges étant prochainement à pourvoir. L'opinion des nouveaux siégeants dans ce Conseil dans les mois à venir sur le sujet du mariage pour tous ne sera donc vraisemblablement pas neutre. Et puis il y a d'autres catégories professionnelles que ce projet inquiète. C'est le cas évidemment des professionnels de l'enfance. Charles-François Brejean a rencontré le porte-parole d'un de leurs collectifs. Je crois qu'il y a une réaction, par exemple, des enseignants en CE1. Vous voyez, on construit la généalogie des enfants pour les aider à entrer dans la notion de l'histoire. Donc on va leur demander de demander à leurs grands-parents qui est leur père, qui est leur mère. Et là, tout de suite, on bute sur quelque chose et on n'a pas la réponse. C'est comment est-ce qu'un enfant dont la loi dit qu'il a 2 papas ou 2 mamans, ou 2 pères et 2 mères, comment est-ce qu'il va construire sa généalogie? On voit bien qu'aujourd'hui, la généalogie, la plupart du temps, elle est biologique. Voilà, hein, il y a des enfants qui sont adoptés, mais ils savent qu'ils sont dans cette situation. Pour le cas d'enfants qui ont 2 pères ou 2 mères, il ne pourra pas construire sa généalogie biologique, il devra construire une généalogie sociale. Et c'est là qu'on est en train de toucher à la civilisation, et c'est ce que disait Christiane Taubira dans l'attendu du projet de loi. C'est un changement de civilisation et c'est pour ça que les gens aujourd'hui disent « mais attendez, nous, on veut qu'on en parle de tout ça parce qu'on ne veut pas glisser vers ça ». Et au sein du collectif des organisateurs, d'autres voulaient également faire entendre leur voix. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans les traditionnelles associations LGBT, qui ne reconnaissent pas en tout cas leur avis sur ce sujet, même s'ils sont nombreux à saluer le travail que font ces associations, en particulier auprès des malades du sida ou dans la prévention de cette maladie. En tout cas, il y a des associations de personnes homosexuelles opposées à ce cadeau qu'on voudrait en quelque sorte leur faire contre leur gré. C'est ce qu'explique Philippe Arignot du groupe Homovox, interrogé par François-Xavier Mathieu dans le cortège de la Porte Maillot. Les personnes à l'extérieur de la foule qui critiquent ce mouvement d'aujourd'hui ne voient pas, c'est qu'on est beaucoup de personnes homosexuelles à s'opposer à ce projet de loi, même si après il y en a peu de visibles, parce que elles ont peur du chantage, elles ont peur de l'homophobie des personnes pro-mariage pour tous. On nous donne le mariage, on ne nous l'impose pas, on nous le donne pour nous faire plaisir, alors qu'il ne correspond pas à notre réalité de couple. Il ne correspond pas non plus à notre réalité procréative, puisque le couple homosexuel, il n'intègre pas la différence des sexes et il n'est pas procréatif, alors que le mariage, c'est ce qui fonde la filiation, c'est ce qui fonde la différence des sexes. Donc on nous fait un cadeau en notre nom, mais moi c'est comme si on m'offrait un pull taillé 6 ans, même si c'est un cadeau, même si on invoque la discrimination que je subirais à ne pas pouvoir porter des pulls de 6 ans, et il m'ira pas. Et même ceux qui veulent du mariage, finalement, ils ne le porteront pas ce pull.
Alors bien sûr, les différents groupes membres du collectif étaient présents, mais aussi de très nombreux anonymes venus de différentes manières. Vous le savez, on en a beaucoup entendu parler sur les chaînes d'information ces derniers jours, que ce soit les centaines de cars qui venaient de tous les coins de la France, ou même des trains spéciaux, et puis des trains tout court, à bord desquels avaient pris place des personnes qui avaient choisi de venir manifester aujourd'hui à Paris. C'est la raison pour laquelle Marine Wolf s'est rendue à la gare de Lyon. Un train double rame qui est parti de Toulon ce matin à 7 h. Et plus de 1100 personnes. Et comme c'était pas suffisant, on a également affrété des places dans les trains réguliers en tarif groupe. Comme le gouvernement ne veut pas nous entendre malgré tout ce qui s'est passé depuis quelques mois, la seule solution qui nous reste, c'est la rue. Donc j'espère qu'on sera très nombreux cet après-midi et qu'ils vont nous entendre. On va tous place d'Italie, on voit que les gens convergent parce que les gens qui sont de l'autre côté de la rue, ils n'étaient pas avec nous dans le train. Donc c'est assez énorme. Je pense que c'est vraiment une manifestation qui est ouverte à tous les citoyens, à tout le peuple de France. Les jeunes, les vieux, les homos, les hétéros, les hommes, les femmes, tout le monde. C'est non seulement un acte citoyen, mais c'est aussi un acte personnel fort d'engagement par rapport à la société. Voilà donc quelques propos recueillis à l'arrivée de ce train en provenance du Sud. Ils étaient donc très nombreux et très variés, ceux qui, en groupe ou en famille, ont choisi de participer à cette manifestation en bravant donc le froid sévère qui s'était abattu sur la capitale. Coraline Salvoc a rencontré des familles sur la place d'Italie, l'un des 3 lieux de départ des cortèges, vous le savez, avec Denfert Rochereau et la Porte Maillot. Midi et demi, place d'Italie, François et sa famille terminent les préparatifs avant de partir pour la manifestation. Le père de famille est venu de Saint-Germain-en-Laye avec sa femme et ses 5 enfants. Très remonté contre le projet de loi Taubira, il n'aurait loupé cet événement pour rien au monde. Naturellement, l'homme et la femme sont faits pour se marier dans leur complémentarité, ce que conteste le projet de loi mensonger du gouvernement. Et donc tout naturellement, la famille, qui est le creuset de la société, eh bien, se retrouve là. Même son de cloche pour Raphaël, venu avec ses enfants depuis Lyon en TGV. Il y a une seule manifestation de tous les Français aujourd'hui à Paris. Donc les Lyonnais ne sont pas étrangers au mot d'ordre. Et en famille parce que ça concerne tous les membres de la famille et pas simplement les parents. Un peu plus loin, Bénédicte est accompagné par ses enfants et ses parents. Un long voyage depuis Annecy qu'il a fallu expliquer aux plus jeunes. On leur a expliqué qu'il pouvait y avoir des familles enfin une loi qui autoriserait les enfants à avoir 2 papas ou 2 mamans. Et je crois que nos enfants y ont été très sensibles parce que pour eux c'est très important d'avoir son papa et sa maman forcément. Donc on leur a juste dit ça en fait. C'est un peu une ambiance de fête, donc ouais, ils sont ravis là. Ils tortent des drapeaux, ils ont des bonbons, ils chantent des chansons, ils sont ravis. De la place d'Italie au Champ de Mars, enfants et adultes étaient réunis tout au long de la journée avec un seul mot d'ordre, défendre la famille dans les rues de la capitale. Une ambiance détendue et familiale donc, et évidemment parmi les questions qui se sont posées avant cette manifestation et peut-être pendant pour beaucoup, en tout cas une inquiétude de savoir s'il y aurait une possibilité de récupération en politique. S'agissait-il ou non d'une manifestation de la droite contre le président François Hollande et son Premier ministre Jean-Marc Ayrault? Les organisateurs ont passé leur temps à assurer que là n'était pas le propos. En tout cas, les politiques étaient nombreux à être descendus dans la rue, parlementaires, élus locaux. C'est vrai, ils étaient majoritairement de droite, mais pas seulement. Sybille Delettre en a interrogé quelques-uns. La raison de notre présence, c'est que les maires sont les élus de toutes les familles, de tous leurs concitoyens, et que nous nous sentons concernés par les questions de mariage pour tous, puisque c'est une modification du Code civil que propose ce projet de loi, et que par conséquent, nous sommes les premiers concernés, à la fois comme représentants, je le disais tout à l'heure, des familles, des habitants des communes, mais en même temps comme officier d'état civil. En tant que législateur, je suis dans la rue, je suis ici parce que je suis avec mes concitoyens qui disent de manière joyeuse, de manière vivante, de manière nombreuse, la défense de la famille. Et puis ça ne dispense pas de faire mon travail de parlementaire, la semaine prochaine en commission, à la fin du mois en séance, ce que nous souhaitons fondamentalement avec le soutien des citoyens.
c'est que le gouvernement retire ce projet, c'est que le gouvernement en vienne à ce que sont les priorités du moment, l'emploi, la croissance de notre pays, et en même temps que le gouvernement comprenne qu'il ne gagne rien, et surtout que la France ne gagne rien à fragiliser la famille. On ne fait pas un projet de loi comme celui qu'on nous a présenté en catimini, sans associer les personnes concernées, en particulier les officiers d'état civil. Il n'y a pas de clivage. Par contre, il y a une censure, ça c'est la vérité, une censure de la parole et puis des opinions qui ressent beaucoup plus fortement à gauche. C'est rendre service à la gauche que d'ouvrir ces débats. Et si vous voulez, nous les Poissons Roses, on est là pour ouvrir le débat éthique à gauche avec d'autres. Pour nous, le mariage républicain est inséparable de la question de la filiation. Okay, donc les questions juridiques, de sécurisation juridique, la question de la reconnaissance sociale des personnes homosexuelles, la question de la lutte implacable contre les discriminations ne trouveront pas leur réponse dans une déformation du mariage républicain. Vouloir ouvrir la porte à des filiations bricolées, comme la PMA, comme la GPA, c'est quelque chose qui est comme un frisson de la démesure. Au départ, je pensais qu'il s'agissait d'aider les homosexuels à avoir des structures plus solides pour leur couple et pour leur sécurité. Quand j'ai vu que pour cela je suis d'accord, quand j'ai vu qu'il n'était pas tant question de cela que de nous appeler maintenant parents 1, parents 2, que de supprimer le terme grands-parents pour le remplacer par un autre, quand j'ai vu que c'était la théorie du genre qui en fait allait devenir la base du droit civil français, j'ai dit là, il faut bouger. Alors c'est pour ça que je suis avec vous tous et j'admire votre courage. Parmi les sympathisants, électeurs ou élus de gauche, le trouble existe pour certains qui associent ce projet d'un libertarisme des mœurs à l'ultralibéralisme économique. Ils ne comprennent pas pourquoi la gauche cède ainsi aux sirènes de l'ultra-individualisme. Il y avait donc plusieurs personnalités de gauche dans le cortège résolument, vous en avez vu quelques-unes. Il y avait aussi par exemple Jérôme Vignon, président des Semaines sociales de France. Il avait lui aussi choisi de descendre dans la rue. J'ai voté pour François Hollande, je m'en suis expliqué, mais je ne pensais nullement que cela m'engageait à adhérer à l'engagement 31. Il me semblait que de toute façon, un débat serait ouvert, il est nécessaire et on y participe aujourd'hui. Cette question du mariage pour tous, entre guillemets, a été un marqueur. C'était une façon de se définir dans l'opposition droite-gauche. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est par des slogans et par des marqueurs souvent qu'on conduit le débat politique. Eh bien, une occasion nous est donnée de le conduire d'une façon plus approfondie, plus vraie aussi. Diversité d'opinions, donc diversité de professions, on l'a vu, diversité de tranches d'âge aussi. Toutes les générations étaient représentées dans la rue cet après-midi au sein de la Manif pour tous, avaient rejoint notamment les jeunes qui, autour de François-Xavier Bellamy, ont signé eux aussi un manifeste Génération Justice pour tous. Là encore, nous avons rencontré François-Xavier Bellamy. Je crois que les jeunes sont en train de se rendre compte qu'en fait, en réalité, ce qu'on leur avait fait passer pour un progrès, c'est pas si évident que ça, que ce soit pas une terrible régression. Je crois que les jeunes, c'est la génération qui aujourd'hui est la plus fragilisée par la crise économique, par la crise sociale. Et ils savent qu'ils auront besoin plus que jamais de la stabilité des repères familiaux pour faire face à l'instabilité du monde qui se prépare pour eux. Et en tout cas, nous, on est là aujourd'hui pour leur dire à tous ces jeunes, pour dire à toute la société française qu'on tient à la famille, qu'on tient à la stabilité de ce repère qui est tellement important, qu'il n'y a aucune homophobie là-dedans, qu'il n'y a aucune haine, qu'il n'y a aucun repli, aucune peur, mais simplement qu'on a besoin de cette famille parce que c'est là que se construit la société de demain. Voilà, avant de réfléchir à tous ces sujets avec Étienne Lorayer et ses invités dans quelques instants, posons-nous aussi un moment la question de la place des chrétiens, des catholiques en particulier dans ce mouvement. Ce qui est évident, c'est que cette manifestation n'était ni religieuse ni communautaire. N'empêche que les catholiques étaient présents plutôt en nombre, soutenus par leurs évêques qui avaient signifié lors de leur assemblée plénière en novembre leur opposition à ce projet de loi. Et puis pour beaucoup, la manifestation n'est pas le seul moyen d'action. Il y a d'abord la prière. C'est ainsi qu'il y avait une veillée de prière dans le 7e arrondissement de Paris, veillée de prière pour la défense de la vie et la sauvegarde de la famille. C'était à Saint-François-Xavier, la veille de la manifestation, ce qui n'est évidemment pas neutre. Nos reporters étaient sur place. Le cardinal André XXIII s'avance dans la nef de l'église Saint-François-Xavier. Une présence inattendue pour réconforter les fidèles, des fidèles qui pour certains témoigneront le lendemain leur désaccord avec le gouvernement en manifestant. Ce témoignage que nous voulons rendre à l'alliance indissoluble de Dieu avec l'humanité
telle qu'elle est manifestée sacramentellement dans l'union conjugale de l'homme et de la femme, nous savons que beaucoup de nos contemporains ne la connaissent pas, ne la comprennent pas ou ne l'acceptent pas. Mais nous ne sommes pas envoyés pour retourner leur esprit, nous sommes envoyés pour toucher leur cœur. Une loi qui préoccupe toute l'Église de France et ses représentants qui, au-delà d'une démarche citoyenne, appellent à la prière. Je crois que quand on fait quelque chose à l'extérieur, il faut aussi qu'au Cénacle, il y ait quelques personnes qui restent pour porter ce que nous voulons faire. C'est le combat de Dieu et quelle que soit l'implication des uns et des autres, très généreuse, pendant toute cette préparation très plurielle de cette manifestation, je crois que c'est important de reconfier tout ça au Seigneur pour que ce soit lui qui fasse les choses et qui donne fécondité à la mobilisation de tous. Les familles sont venues nombreuses, un moyen de se ressourcer avant la grande manif pour tous. On va aller manifester demain, mais ça passe également par la prière. Dieu donnera la victoire et ça passe par la prière, par le combat et par la prière. Donc c'est pour ça qu'on est venu ce soir. Alors bien sûr, vous le savez, le président de la Conférence des évêques de France, le cardinal 23, invité surprise à cette veillée de prière à Saint-François-Xavier samedi soir, avait annoncé qu'il ne marcherait pas avec les manifestants. Il a néanmoins voulu venir les saluer avant le départ de la marche. C'était peu avant midi sur la place d'Enfer Rochereau. Merci beaucoup. Je vous présente Xavier Bongibaud, parce que nous on se connaît un peu. Voilà. C'est la gauche pour le mariage républicain, Laurence Cheng, avec Brigitte Bardot et Xavier qui s'est levé et qui se permet de vous saluer respectueusement. Merci. Et je vous remercie d'être venu nous saluer et appeler les Français à juste se manifester par tous les moyens légaux et pacifiques dans le respect de tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est d'exprimer aux organisateurs mes encouragements et mon soutien pour le travail qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire, et pour montrer que les chrétiens s'associent à d'autres pour exprimer leur point de vue sur le projet de loi du gouvernement. Il ne s'agit pas simplement d'exprimer une position politique, il s'agit aussi de montrer comment notre manière de vivre reflète un attachement à un certain nombre de valeurs et d'engagements. De se savoir entouré par ceux qui nous aident. Alors si le président de la Conférence des évêques de France préserve le dialogue institutionnel que lui confère sa fonction avec les autorités de l'État, n'empêche que d'autres évêques ont choisi non seulement d'encourager leurs diocésains à manifester leur opposition, mais aussi les ont accompagnés. C'est le cas de l'évêque de Saint-Étienne. François Lespèce est allé à la rencontre du groupe de ce diocèse. 13h, gare de Lyon. Monseigneur Lebrun, l'évêque de Saint-Étienne, arrive avec un groupe de son diocèse, juste à temps pour rejoindre la manifestation. Nous sommes partis ce matin à 10h13, tout se passe bien. Dans le train, une atmosphère à la fois sereine, grave, et puis un peu joyeuse, parce que voilà, on était aussi heureux de se retrouver, d'être ensemble, pour vivre ce moment exceptionnel. Après le passage un peu difficile des portillons du métro, le groupe se dirige vers la place d'Italie. Beaucoup de ces diocésains, très motivés, ont réservé leur voyage dès le mois de novembre, ce qui a impressionné leur évêque. C'est un véritable effort pour beaucoup de familles de venir. J'ai des jeunes à côté de moi qui viennent en famille, c'est un coût et c'est une décision importante. Mais pour beaucoup de ces diocésains de tous âges, se mobiliser pour le mariage était une évidence. On est venu en famille pour proclamer que le mariage, c'est sans doute la plus belle conquête de l'humanité et qu'on préfère la famille naturelle à la famille artificielle. Un enfant, c'est un père, une mère, c'est rien d'autre, c'est voilà, donc on manifeste. On le voit bien, nous, tous les jours, on a besoin d'être deux, et deux différents. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est beaucoup d'amour, mais c'est aussi compliqué. Le gouvernement dit lui-même que c'est une réforme de civilisation, un changement de civilisation. Ce qui veut dire qu'il est important de prendre le temps pour discerner les enjeux de cette réforme. Une préoccupation que ces manifestants, évêques en tête, espèrent faire entendre jusqu'au sommet de l'État. Et j'attends vraiment un réveil des consciences. Ce ne sera pas très facile de la part du gouvernement et des parlementaires d'accepter de changer d'avis.
Mais vraiment, c'est un appel que je leur lance, en conscience, de vraiment écouter et dialoguer. Être entendus, enfin, c'est pour cela qu'ils sont montés aujourd'hui à Paris, de Saint-Étienne et de toute la France. Monseigneur Lebrun n'était pas le seul évêque à marcher dans les rues de Paris cet après-midi. Ils étaient plusieurs. Nos reporters ont croisé Monseigneur Hayet, venu avec 2000 Basques, et le cardinal Philippe Barbarin, qui a rejoint le cortège à la hauteur de Montparnasse, à l'église Saint-Nicolas des Champs. Nous n'avons pas l'initiative dans cette manifestation. Nous l'encourageons profondément parce qu'il faut que cette voix soit entendue. Elle le sera ou elle ne le sera pas. En tout cas, nous n'avons pas peur d'exprimer clairement cette opinion. Voilà. Il n'y a pas d'hésitation sur le sujet. Nous avons toujours encouragé les gens à se manifester, comme l'a dit le cardinal 23, à la manière qu'ils voudraient. Donc une lettre à son député. J'ai vu beaucoup de mes prêtres qui ont écrit une lettre au député, au président de la République. Voilà, bon, alors une manifestation dans la rue, c'est autre chose, évidemment, c'est un peu bruyant ou ostentatoire, mais en disant, attendez, il y a une voix que vous devez entendre, et qui vient du fond d'un pays. Ma présence, elle est la présence d'un citoyen, comme les autres, sans doute, mais sur un sujet très grave, qui concerne la vérité sur l'homme, sur le mariage et sur la famille. L'Église a un discours prophétique sur cette vérité sur l'homme, le mariage et la famille, comme vous le savez. Tous les évêques ont dénoncé publiquement ce projet de loi, ont encouragé les fidèles de leur diocèse à prendre leurs responsabilités de citoyens. Et ma manière à moi de les encourager, c'est non seulement de les avoir invités à parler, à dialoguer avec leurs parlementaires, à écrire, à organiser sur le terrain des débats, à manifester aujourd'hui, c'est faire entendre cette voix, mais en même temps, les encourager, c'est aussi les accompagner. Comme dit saint Augustin, pour vous, je suis évêque, mais avec vous, je suis chrétien, et je dirais, avec vous, je suis citoyen. Voilà, et puis toutes ces composantes diverses, multiples et variées de ces différents cortèges ont rejoint le Champ de Mars. Les premiers, les têtes de cortège, sont arrivés dès 4 h de l'après-midi. D'autres, peut-être, n'y sont pas encore rendus, et certains ont sans doute rebroussé chemin devant le temps passé avant de rejoindre le rendez-vous du Champ de Mars, car les cortèges étaient très particulièrement longs. Et le Champ de Mars lui-même rempli de monde. Alors au Champ de Mars les attendait un podium avec différents artistes, un temps festif. Les organisateurs l'avaient annoncé. Ce rendez-vous était aussi un rendez-vous convivial et un moment pour célébrer la famille sur le Champ de Mars avec tous ceux qui non seulement ont continué de braver le froid, mais en fin de journée ont accepté également de supporter la bruine. En tout cas, nous avons pu attraper au vol les organisateurs, en particulier Tugdual d'Herville, sur le Champ de Mars, tout à fait à la fin de la journée. Ouais, c'est une grande joie, une grande fierté, une grande gratitude pour tous ces manifestants qui sont venus de loin. C'est une immense réussite à la fois quantitative, et on va pouvoir le mesurer, et qualitative, car les manifestants sont venus avec détermination, mais aussi dans un esprit de fête, sans discriminer personne, sans stigmatiser personne, indépendamment de tous les clivages, dans une grande diversité. Alors maintenant, on attend du président de la République qu'il nous entende, qu'il nous reçoive, et qu'il entende enfin ces arguments que jusqu'alors il a négligés, avec une raideur de l'exécutif et de ceux qui font le projet de loi que nous ne pouvons pas accepter. Il ne peut pas ignorer, lui qui est prendre tous les Français, à quel point nous sommes déterminés et nombreux pour dire non à ce projet. Voilà, on va retrouver Tugdual d'Herville un peu plus au calme dans quelques instants avec Étienne Loraillère et ses deux invités, Jean-Louis Schlegel et Rémi Brague. Je voudrais, avant de fermer cette page de reportage sur cette journée, remercier infiniment tous les journalistes et toutes les équipes de la rédaction, mais aussi de la production et des services techniques qui, vous l'imaginez bien, n'ont pas ménagé leur peine pour vous permettre ce soir de voir ce que nous avions vu au sein de cette manifestation. On va donc poursuivre cette réflexion maintenant, essayer de prendre de la hauteur, réfléchir à toutes les questions qui sont posées autour du mariage, de la filiation, de la famille, mais aussi sur la façon dont fonctionne, ou peut-être ne fonctionne pas très bien, le débat démocratique dans notre pays, et puis sur ce que peuvent faire les chrétiens dans ce débat aussi, puisqu'il a beaucoup été également question de laïcité dans les différents épisodes de ces dernières semaines. Et tout cela avec Étienne Loraillère et ses invités. Je vous propose, pour faire la transition entre ces deux moments de notre édition spéciale, d'entendre au fond ce sur quoi sont d'accord tous les manifestants, ce qu'ils réclament, ce qu'ils demandent aujourd'hui concrètement au pouvoir public. Ils ont ensemble donné lecture d'un manifeste. Le voici. Monsieur le Président,
nous, porte-parole et organisateurs de la manif pour tous, rassemblés d'une seule voix, avec ces centaines de milliers de citoyens présents sur le champ de Mars en ce dimanche 13 janvier 2013, nous nous adressons solennellement à vous pour solliciter l'écoute et la compréhension que le peuple de France vous réclame depuis maintenant plus de 4 mois. Vous, président de la République, ne pouvez ignorer cette foule considérable et diverse qui se lève spontanément et pacifiquement contre le projet de loi mariage et adoption pour tous, instaurant une nouvelle filiation issue de 2 personnes de même sexe. Vous, président de la République, ne pouvez nier la mobilisation des élus de la nation, des élus locaux et des maires, de droite, de gauche, sans étiquette, tous gardiens du mariage civil qui garantit la filiation de chacun. Vous, président de la République, ne pouvez rester sourd à la parole de toutes ces personnes homosexuelles qui veulent promouvoir le bien commun, sans se laisser dicter leur opinion par leurs préférences sexuelles ou sous la pression de lobbies ultra-minoritaires. Vous, président de la République, ne pouvez rester immobile, face aux inquiétudes grandissantes des Français qui découvrent la vraie nature du mariage pour tous. Antoine Renard. Le mariage pour tous, c'est la négation juridique de la réalité la plus élémentaire de notre humanité, constituée hommes et femmes. Seule union naturellement apte à engendrer l'être humain. Vous, président de la République, serez-vous celui qui décrétera que l'on peut naître sans homme ou sans femme? Le mariage pour tous, c'est l'inscription dans notre droit d'une discrimination fondamentale entre les êtres humains. Ceux qui seront nés d'un père et d'une mère, ceux qui seront légalement nés de 2 pères et ceux qui seront légalement nés de 2 mères. Vous, président de la République, serez-vous celui qui abolira l'égalité de naissance entre les enfants? Le mariage pour tous, c'est aussi, à terme, l'effacement des hommes réduits à n'être que des géniteurs anonymes et l'asservissement des femmes poussées à louer leur ventre. Vous, président de la République, serez-vous celui qui fondera juridiquement l'abolition de la parité père-mère dans l'éducation d'un enfant? Vous, président de la République, ne pouvez risquer d'aggraver encore davantage la précarité familiale au mépris du principe de précaution. À toi, Laurence. On en est où? Là. On a des choses à lui dire. Vous, président. Vous, président de la République, du dialogue, de la concertation, de la démocratie participative, vous ne pouvez refuser plus longtemps la demande croissante de débats, exempte de toute homophobie, qui s'exprime dans tout le pays à travers le foisonnement des réunions citoyennes. Vous, président de la République, vous avez devant vous, ici au Champ de Mars, une large représentation du peuple français. Le peuple... Et là, tous ensemble, mes amis citoyens, mes amis élus, le peuple vous demande, à vous, président de la République, de suspendre sans délai le projet de loi de mariage et adoption pour tous qui divise
profondément les Français. Le peuple vous demande aujourd'hui de convoquer des états généraux de la famille, du mariage, de la filiation et des droits de l'enfant dans un geste de réconciliation nationale et de recevoir dès demain à l'Élysée ceux que les Français envoient pacifiquement devant vous. Voilà, c'était il y a un peu après 17h sur le Champ de Mars, à l'issue et à l'arrivée de ces 3 cortèges de la manifestation opposée au mariage et au projet d'ouverture du mariage aux personnes de même sexe et à l'adoption. Heureux de vous retrouver pour cette édition. Je vous propose de prendre un peu de hauteur après avoir revu cette ébullition de cette journée avec Philippine de Saint-Pierre. 3 invités nous font l'honneur d'être sur notre plateau. Rémi Brague, philosophe et membre de l'Institut, merci beaucoup d'être là. Jean-Louis Schlegel, qui est sociologue des religions et lié à la revue Esprit. Et puis Tugdual-Herville nous a rejoint. Vous êtes porte-parole du collectif à l'origine de cette manifestation et puis ordinairement délégué général d'Alliance Vita, une association qui soutient, qui écoute les personnes qui ont des difficultés liées à la vie. Et vous faites aussi la promotion de la dignité de la personne. Quelle est finalement l'estimation du nombre de manifestants? Parce qu'on a vu que finalement dans l'après-midi, il y a eu différentes estimations données par la préfecture de police qui semblaient très faibles, aux alentours de 100 000 personnes. À ce moment-là, on est à... Oui, on a abouti finalement à une estimation d'environ 1 million de personnes. Il faudra qu'on rajoute aussi les très nombreuses manifestations à l'étranger. Et c'est vrai que, vous l'avez vu, hein, je crois que vos images ont été magnifiques, le Champ de Mars était bourré, quand les 3 cortèges étaient encore entièrement pleins des 3 places distinctes. Et donc, vous le savez, c'est extrêmement rare d'avoir plus de 100 000 personnes à Paris. C'est exceptionnel. Et là, évidemment, il y a un mouvement de fond et qui, moi, me stupéfait et qui dit quelque chose. Je crois qu'il faudra l'entendre et bien sûr prendre de la hauteur, c'est aussi voir par les photos aériennes la réalité de ces manifestations d'aujourd'hui. Première réaction de Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille, sur Europe 1. Une réforme de société ne peut pas se résumer à une affaire de chiffres. Rémi Brague, vous réagissez comment ? Écoutez, je ne sais pas ce que vont penser de cela les 999 999 autres manifestants, puisque j'étais parmi eux, ce qui explique mon état de délabrement physique et je crains malheureusement intellectuel. Je trouve que c'est une manière de botter en touche qui manque d'élégance, pour dire le moins. Lorsqu'on réussit à déplacer 1 million de personnes pour une cause qui ne concerne finalement pas le beefsteak des gens, ça me semble être l'image à petite échelle d'un mouvement de fond. Comme vous le savez, lorsque un médium, enfin la radio, n'est-ce pas, reçoit une lettre, eh bien on a l'habitude de penser qu'il y a 10 personnes qui auraient eu envie d'écrire cette lettre et puis qui, en fait, bon, pour une raison ou une autre, paraissent ou je ne sais quoi, ne l'ont pas fait. Je crois que cette affluence au Champ de Mars est quand même la partie émergée d'un iceberg. Alors il faudrait, si je puis dire, prendre la température de l'iceberg. Qu'en pense le sociologue? Est-ce qu'il a des éléments de température de cet iceberg? Bon, disons, moi je dirais simplement que c'est évident que cette manifestation est un grand succès. Non seulement je n'ai pas envie de le contester, mais je trouve ça très bien. Simplement, évidemment, dans la bataille des chiffres, il faut le dire, encore hier, hein, tous les sondages jusqu'au dernier moment sur la question limitée du mariage homosexuel, en gros, c'est 60% des Français l'approuvent. Donc après, malgré tout, 3 mois de très gros débats, il faut quand même le reconnaître. Ce débat a eu lieu dans les médias, dans toutes sortes dans la presse, etc. Donc ce chiffre... Alors on a dit que le débat était confisqué. Ce chiffre-là reste... Non mais bon, il n'y a pas de... Moi personnellement, je défendrais plutôt l'idée que le débat a quand même eu lieu. Peut-être à contre-cœur, hein, de la part du gouvernement, bien entendu. Ça ne pouvait pas tellement lui faire plaisir en soi que ce débat naisse. Mais il est né, il est là. Simplement, jusqu'à hier, au moins sur la question précise du seul mariage, alors c'est tout le problème, du seul mariage, les sondages
lui reste favorable. Alors justement, je vous ai promis un peu de réflexion. Alors je vous propose, pour un premier jalon, de nous pencher sur cette question du mariage, justement, et de l'altérité sexuelle, mais aussi de la filiation. Et pour nous mettre dans le bain, retrouvons d'abord Christian Flavigny, il est pédopsychiatre et spécialiste de l'adoption. Il a rejoint d'ailleurs l'appel des professionnels de l'enfance. Et puis par ailleurs, Jean-Marc Véron-Lacroix, qui est maire de Chasselas et qui est sorti de sa discrétion habituelle concernant son orientation sexuelle pour mieux exprimer ses convictions. Il faut le retrait de cette loi, oui, c'est ce que j'attends. Je pense que ça serait l'intérêt des enfants, quitte à trouver une solution alternative acceptable. Parce qu'effectivement, moi je comprends que les homosexuels demandent en effet des garanties pour que soit respectée la vie homosexuelle, c'est important et c'est normal, mais cela, encore soit, ne valide pas le fait que soit donné un droit à l'enfant depuis l'union homosexuelle, qui est en fait l'organisation d'une privation pour l'enfant d'avoir son père et sa mère. Donc il faut que ceci soit respecté dans l'intérêt de l'enfant. Je suis maire d'une commune en Saône-et-Loire de 200 habitants et je vis avec un garçon depuis 20 ans et je suis ici pour m'opposer à ce projet que je ne trouve pas sérieux ni raisonnable, pour les enfants notamment. Moi j'ai une souffrance de ne pas avoir d'enfants, c'est pas pour ça que je m'arroge le droit d'avoir des enfants. C'est pas un droit. L'enfant c'est un sujet, c'est un être respectable, c'est un sujet, c'est pas un bien matériel. Notre société est trop matérialiste, elle veut tout pouvoir acheter. Ensuite, si c'était adopté aussi, sur quels critères on va dire « Ah bah toi mon petit, on va te mettre avec 2 papas, toi avec 2 mamans, toi avec un papa et une maman ». C'est ça qu'ils veulent comme égalité? Moi, je ne crois pas que c'est ça qui soit bien pour l'enfant. C'est pas une loterie, la vie. Un enfant, c'est pas un jeu. On entend parler donc de cet intérêt supérieur de l'enfant, mais il y a aussi cette question de la filiation et du mariage, Luc Duhalderville. Au fond, quelles sont les questions qui se posent autour de ce projet de loi et qui émergent et qui sont en train d'être prises en compte finalement par un bon nombre de personnes? C'est vrai, nous à Alliance Vita, on a voulu justement mettre l'enfant au cœur du débat parce qu'en France, le mariage, c'est automatiquement la filiation, c'est la possibilité d'adopter des enfants, et contrairement d'ailleurs à d'autres pays. Et on évoquait les sondages d'opinion, 65% des Français, lorsqu'on les interroge pour leur demander ce qui est prioritaire entre le droit pour un enfant d'avoir un père et une mère dans un processus d'adoption ou le droit pour 2 personnes de même sexe d'adopter des enfants, eh bien ils sont donc 65% à privilégier le droit de l'enfant. Et donc c'est vrai que ce débat de mariage pour tous était un écran de fumée, et même un slogan un petit peu absurde. Là on arrive au vrai sujet, l'enfant, et par ailleurs, et ultimement, la capacité pour 2 hommes ou 2 femmes, voire plus tard pour n'importe quel adulte, peut-être célibataire, de demander un droit à l'enfant par des systèmes de procréation artificielle qui priveraient l'enfant, dans le cas d'une prétendue homofiliation, de tout le patrimoine génétique, de toute l'idée même simplement d'être issu, comme chacun d'entre nous, d'un homme et d'une femme. Et c'est vrai que c'est une forme au fond de révisionnisme par rapport à quelque chose qui vient de la nuit des temps, qui est le bien le plus précieux peut-être de l'humanité, c'est-à-dire que nous naissons de cette mystérieuse et belle, tout de même, complémentarité entre un homme et une femme. Et là, effectivement, nous expliquons pourquoi tant et tant de personnes sont venues. Si elles étaient venues contre une catégorie de Français, je veux dire, on sait bien que ça se passe, il n'y aurait pas eu tant de monde. Les personnes sont venues parce qu'elles sont attachées à un repère qui les fonde elles-mêmes. Et comme le disait le Premier ministre socialiste Lionel Jospin, l'humanité est faite d'hommes et de femmes. Nous rajoutons tous issus d'un homme et d'une femme. Et cette chaîne des générations fait que notre mouvement, finalement, ressemble un petit peu à l'écologie. Lorsqu'elle s'est lancée en France et qu'on s'est rendu compte que des hurluberlus, ceux qu'on méprisait, ont posé une question essentielle. Quelle terre allons-nous laisser à nos descendants, aux générations futures? Est-ce qu'on aura bouffé, pardonnez-moi l'expression, toutes nos matières premières? Est-ce qu'on finalement on se nourrit sur la bête? Ou bien est-ce qu'on va leur laisser une terre capable de nourrir et de faire vivre ses habitants? Eh bien nous nous posons la même question pour les enfants. Quel système de filiation allons-nous leur laisser? Est-ce qu'on va les faire bénéficier de ce dont nous avons bénéficié? Et nous disons oui, nous souhaitons pour les générations futures que cette richesse de l'engendrement perdure parce que c'est ça qui fait l'humanité. Rémi Brague, est-ce que justement pour vous, il y a cet argument d'égalité rentre en opposition avec l'intérêt supérieur de l'enfant? Je me permettrai de répondre d'une manière personnelle. Enfin, je suis orphelin. Je n'ai jamais connu mon père. Bien entendu, ça n'était pas du tout le choix de mon père de se faire tuer quand j'avais 1 an. C'était encore moins le choix de ma mère. Mais je peux dire que la souffrance de ne pas avoir eu de père ne disparaît pas. Enfin, je n'ai que 65 ans, on verra, mais je ne crois pas que ça puisse disparaître. Alors,
ce qui était dû au hasard, enfin aux circonstances, enfin à une guerre en l'occurrence, je ne vois pas que l'on puisse accorder à qui que ce soit le droit de le reproduire de façon consciente et organisée, de façon volontaire. Fabriquer des orphelins, enfin fabriquer des gens qui ont, si je puis dire, une mémoire boiteuse, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Et bon, dans mon cas, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère assez exceptionnelle. Et puis bon, d'autres circonstances ont fait que les choses ont été relativement douces, si vous voulez. Mais je ne voudrais absolument pas que l'on s'imagine qu'avoir par exemple deux pères puisse remplacer l'absence d'une mère, ça n'est pas le cas de figure dans lequel je me place, ou qu'au contraire d'avoir deux mères puisse remplacer l'absence du père. Je pense qu'au contraire, ça ne ferait plutôt qu'exacerber ce sentiment de vide. Jean-Luc Chegaille. Sur une nouvelle loi, évidemment, qui casserait en quelque sorte la filiation dans son statut actuel, je ne peux qu'être d'accord, si vous voulez. Alors là, c'est peut-être mon point de vue. Parce qu'on n'en a pas forcément pris conscience que c'est un nouveau système de filiation, qui repose sur quoi d'ailleurs, tel que vous le percevez, vous? Le nouveau système de filiation, si vous voulez, c'est qu'effectivement, dans la façon dont les homosexuels auraient des enfants, ce ne peut être qu'une filiation ou par adoption, donc obligée, ou par procréation médicale assistée. Alors on a dit, le gouvernement a dit que c'était repoussé à la prochaine loi sur la famille. Ou un tiers scientifique, ou un tiers qui permette l'adoption, ou un tiers mère porteuse. Et donc, disons, cette filiation tout à fait originelle et primitive qui vient de ce qu'on est enfant, tout simplement, d'un homme et d'une femme, elle est rompue. Alors ça, je l'entends bien. Mon malaise, ce n'est pas exactement un malaise, c'est peut-être ma déformation sociologique, si vous voulez, c'est que ce à quoi j'ai du mal à adhérer tout de même, c'est l'espèce de dramatisation de la chose dans l'état actuel des lieux, de la famille, même de la filiation d'une certaine manière. Je dirais, alors déjà, bon, il y a des pays qui nous ont précédés, apparemment, dans ce qu'on sait, mais on dit tellement de choses aussi qu'on se dit chaque fois qu'il faudrait faire une enquête de terrain pour savoir ce qu'il en est exactement. C'est ça qui est très difficile aussi dans ce débat. Mettons pour l'Espagne, où la résistance de l'Église en particulier a été extrêmement vive, puis aussi d'autres forces sociales. Zapatero a passé socialiste, Zapatero a fait passer la loi en force. Alors on dit que, bon, c'est entré en quelque sorte dans la loi et la nouvelle majorité de droite au pouvoir et l'Église elle-même ne réclame plus qu'on y revienne. Bon, donc, voilà. Pour bien vous comprendre, vous dites en France, le ton, pour vous, est exagérément à l'apocalypse. J'ai quand même trouvé qu'il y avait une très très forte dramatisation. J'ai trouvé qu'il y avait une très très forte dramatisation, mais qui tient au combat dans lequel on est engagé, donc je ne suis pas surpris. Mais disons, ce côté un peu, ce ton un peu apocalyptique me déplaît un petit peu, parce que là, je comprends quand même que tous les enfants, je termine juste une phrase, que tous les enfants qui sont déjà en situation extrêmement difficile pour la filiation, s'ils sont de familles monoparentales, s'ils sont de familles de divorcés, et Dieu sait que les drames sont absolument extraordinaires, donc je me demande ce qu'ils peuvent bien entendre dans cette dramatisation. Voilà. Je partage vraiment votre préoccupation. C'est vrai que nous, quand on écoute des familles en difficulté, ce qui est mon travail à Alliance Vita notamment avec d'autres, on a ce souci de ne pas stigmatiser, de ne pas, au fond, jeter l'opprobre sur des situations qui existent et qui méritent d'être soutenues. Mais c'est vrai que justement, ces familles dites recomposées, qui sont d'abord des familles fracturées, éclatées, sont le lieu de beaucoup de souffrances. Et même, je dirais, dans les familles qui sont prétendument équilibrées, etc., il y a beaucoup de souffrances spécifiques, je les analyserai en deux temps. D'abord, beaucoup d'errance de père, beaucoup d'absence de père, et pas forcément de deuil, de séparation, de départ, etc., de non-reconnaissance, et beaucoup de solitude des femmes. Et justement, moi je vois très souvent que cette complémentarité père-mère, si nécessaire pour l'épanouissement de l'enfant, et que certains d'ailleurs spécialistes ont bien analysé techniquement pour montrer combien la rampe de lancement vers la vie, qui était cette dualité père-mère, était nécessaire, eh bien cette absence de complémentarité manque. Et alors là, on est en train de fabriquer effectivement artificiellement cette absence. Et il s'agit pour nous, ce qui est très complexe, de ne pas stigmatiser les situations existantes, de dire réparer
consoler, soutenir, compenser. Quand il y a une difficulté familiale, ça c'est très nécessaire, mais casser par avance, c'est préoccupant. Et d'une certaine façon, les grandes difficultés que déjà vivent les familles sont des sources de grandes souffrances et qu'on ne peut pas banaliser. J'ai entendu que de plus en plus on sortait du tabou des souffrances liées au divorce. Et il y a eu ce livre d'Agathe Fourniou, Ses enfants nés du divorce, où elle exprimait très bien la proportion d'enfants qui, malgré la banalisation quantitative du divorce, souffrent de grosses souffrances quand leurs parents se séparent. Et là, on est en train de fabriquer tout à fait autre chose. Et effectivement, l'argument qui nous est souvent donné, c'est qu'il existe déjà tellement de familles en difficulté. Mais oui, elles existent et elles souffrent. Je termine juste votre propre raisonnement, c'est de dire effectivement, quand je dis cela, on me dit mais pourquoi veux-tu ajouter encore de façon volontaire, en quelque sorte, et disons établir juridiquement une souffrance, hein, effectivement, je reconnais tout à fait cette espèce d'aporie dans laquelle je suis moi-même. C'est-à-dire que pour nous, il s'agit bien d'écouter tous ceux qui souffrent, mais de ne pas saisir l'occasion d'une souffrance pour banaliser les conditions qui provoquent ces mêmes souffrances. Parce qu'à ce moment-là, on rentre dans un cycle où finalement tout devient permis. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'individualisme qui menace la famille, qui nous concerne tous par rapport à nos parents devenus âgés, par rapport aux cousins, aux générations plus éloignées. Il y a une forme d'éclatement aujourd'hui. Et cette revendication n'est pas loin d'un individualisme de la personne qui va dire « je veux l'enfant pour moi ». Et cette rencontre entre deux libertés, qu'est l'engendrement, hein, mon enfant est aussi libre que je le suis, eh bien elle va disparaître, elle risque de disparaître, et je dramatise un peu, c'est vrai, derrière la toute-puissance de l'adulte face à l'enfant qui n'est pas encore né. Et ça nous paraît être un basculement de civilisation, et là je reprends pratiquement le vocabulaire du gouvernement qui dit qu'il y a vraiment un changement de paradigme. Ça nous préoccupe beaucoup pour l'équilibre entre les générations. Jean-Luc Schlegel, peut-être réaction Oui, non, mais d'une certaine manière, vous déployez bien les questions sociologiques que je me pose dans toute cette affaire, si vous voulez, dans tout ce débat, qui est cette grande difficulté où est la société actuellement du côté, finalement, de la famille. Je trouve, on voit bien, à certains égards, tous les sondages le disent toujours, hein, la famille est la chose la plus demandée, la plus souhaitée par tout le monde. Donc c'est une espèce de nostalgie qui s'exprime en permanence. Et par un autre côté, cette nostalgie est quand même l'envers d'une réalité extraordinairement délabrée. Alors, si vous voulez, moi, dans tout le débat, ma réserve un petit peu sur ce combat était de dire, mais bon, est-ce que les homosexuels, dans leur réclamation un peu jusqu'au boutiste, d'avoir le mariage et d'ailleurs rien que le mariage et tout le mariage et rien d'autre, est-ce que malgré tout, ceci va changer foncièrement une situation existante ? Et disons, politiquement, je vois quand même, hein, il n'y a pas besoin d'être ni socialiste ni de gauche pour le sentir. Forcément, le gouvernement actuel est quand même dans une très grande difficulté compte tenu des législations externes qui existent déjà. Oui, mais pardon de vous interrompre, mais c'est vrai que quand on voit que 6% des Français considèrent ce projet comme prioritaire et qu'on a une crise économique extrêmement lourde, moi je m'interroge sur la notion de rideau de fumée, un peu sur ce sujet. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer à ce qui unit les Français plutôt que ce qui quand même les même entendu ces derniers jours, ça je l'ai entendu, vous l'avez peut-être entendu aussi, ras-le-bol du problème. Hein. Enfin, moi je l'ai souvent entendu. C'est quand même important de revenir sur ce terme que vous avez évoqué, basculement de civilisation. Est-ce qu'au fond, Rémi Brague, il y a deux visions anthropologiques qui s'affrontent, qui s'opposent? Est-ce que vous le diriez comme ça, d'une certaine manière? Et dans ces cas-là, quelles sont ces deux visions? Pour qu'on y voit plus clair, pour qu'on puisse les réfléchir. Écoutez, moi, je commencerai par une remarque sur ce qui a été appelé la dramatisation des faits. Enfin, j'ai lu l'article de Jean-Louis Schlegel sur le mariage gay, dans lequel l'expression apocalyptique revient de manière 3 fois. Ça vous a agacé? Profondément. Vous en expliquer. Profondément. Et pour la raison suivante, c'est que on bloque l'idée d'apocalypse, disons sur l'idée de catastrophe, n'est-ce pas, sur un événement qui devrait être brusque et visible. Bon. Je dis, il peut y avoir une apocalypse soft. Il peut y avoir des prises de décision qui, insignifiantes au début, produisent avec le temps des conséquences parfaitement délétères. Si vous voulez une image, je dirais que c'est comme quand on est dans un train et que l'on passe sur un aiguillage. Bon, on ne sent à peu près rien, ça fait un petit bon, puis c'est tout. Et puis au bout d'un certain temps, vous vous apercevez que votre train a complètement changé de direction. Alors j'ai l'impression que
Lorsque l'on dit, vous voyez, les Espagnols l'ont fait, les Belges l'ont fait, et le monde ne s'est pas écroulé, il n'y a pas eu de pluie de sang et de flammes. Bon, peut-être, mais ce sont là des expérimentations qui ne peuvent être faites qu'à très long terme. Alors quelles sont pour vous ces deux directions qui iraient en sens opposé, voire même parfois contradictoire? Écoutez, la première direction, c'est celle qui reconnaît qu'aucun être humain n'est complet en lui-même, puisqu'il est, comme l'indique le magnifique mot de sexe, il est l'objet d'une scission, n'est-ce pas? Il est soit mâle, soit femelle, et l'enfant constitue une manière d'une certaine manière, réunir les deux moitiés qui ont été séparées, mais de répéter en même temps cette scission, puisqu'il tombera nécessairement du côté mâle ou du côté femelle de l'alternative. Et puis, d'un autre côté, je crois qu'il y a, plus ou moins conscient, bien entendu, le rêve de vouloir être à soi-même, qui est la moitié, comme un tout. Alors en s'associant à un autre qui vous est semblable et en essayant de produire un rejeton, un clone, c'est presque le mot, le clone ça veut dire bouture, comme vous le savez, n'est-ce pas? On régresse par là de l'animal au végétal. Je crois qu'il y a là un fantasme très, très profond et qui me semble, en ce qui me concerne, destructeur. Et en même temps, on dit que c'est moderne, c'est le sens de l'évolution de nos sociétés, et ne pas vouloir aller dans cette direction. Alors ça, c'est aussi quelque chose devant quoi j'ai envie de sortir mon revolver. Vous n'en avez pas sur vous? Non, je l'ai laissé malheureusement au vestiaire, avec mon cimeterre, ma hache d'abordage, enfin tout ce que je transporte toujours avec moi. Bon, là je l'ai laissé, je le regrette bien. Donc pour la raison suivante, c'est un argument à la Pétain. La société va dans un sens, donc suivons-la. Personne ne nous dit si la société évolue en bien ou en mal. Nous sommes tous malades d'un reste mal digéré et surtout mal compris de foi en la Providence. Nous sommes sûrs que ça va finir par s'arranger. Mais attention, il existe aussi des maladies évolutives qui se développent lentement et qui ont une issue fatale. Il existe des impasses dans les villes. Bon, alors quand on t'engage dans une impasse, la meilleure façon de s'en sortir, est-ce que c'est d'appuyer sur l'accélérateur? Bon, là, on va dans le mur, au propre comme au figuré. Alors je dirais, attention, si vous pensez que parce que la société avance, elle avance nécessairement dans la bonne direction, eh bien, vous avez une foi en la Providence qui est 1000 fois plus naïve que la véritable foi en la Providence, à savoir la foi en cette idée suivant laquelle Dieu a donné à l'homme tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse se débrouiller, l'intelligence, la raison, la mémoire, cette espèce de mémoire collective qu'on appelle l'histoire ou la tradition, je n'aime pas trop le mot, mais enfin bon. Voilà devant quoi nous sommes, si vous voulez. Nous sommes devant cette idéologie, ce reste d'idéologie du progrès. Je suis un peu choqué. Comment peut-on croire au progrès alors qu'on a derrière soi le siècle le plus criminel de l'histoire, d'abord le XXe siècle? L'idée de progrès, on a quand même pris un sale coup. On ne devrait quand même pas être si naïf et s'imaginer que, puisque ça avance, puisque c'est nouveau, tout beau. On sait que le gouvernement a annoncé des lois sur la famille et notamment ce qu'on peut appeler la débiologisation de la famille. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça fait vraiment partie de l'intention du gouvernement? Et qu'est-ce que vous entendez, vous, par là, Duc de Lery? Je dois, sans vouloir accentuer le caractère
pessimiste au fond de notre discussion. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on nous vend le projet par appartement pour faire avaler le début, mariage-adoption, et ensuite pour faire avaler la procréation médicalement assistée sous l'angle de l'insémination artificielle des femmes, avant d'aller dans une étape du fait de la discrimination que ça impose aux hommes, qui est cette fameuse gestation pour autrui que Pierre Berger a appelée de ses voeux en expliquant qu'une femme finalement pouvait louer son utérus et que ce n'était pas autre chose que de louer son corps dans le travail à l'usine. Et effectivement, là, c'est le grand risque aujourd'hui d'entrer dans un engrenage dont je crains que la petite minorité des personnes homosexuelles qui revendiquent cette loi, minorité des personnes qui seraient concernées elles-mêmes, hein, ne soit un petit peu des alibis. Pour quelque chose qui effectivement est un souci pour nous, et je pense pour être, puisque j'ai encore maintenu une manifestant, je manifeste pour gagner, entre guillemets, et puis j'agis pour humaniser la société, ou pour me laisser humaniser par elle. Donc je crois qu'il y a des soubresauts, et que nous sommes dans un soubresaut, comme du temps où l'esclavage était encore en débat. Il a été aboli, il est revenu, et puis il a été aboli, et il n'est pas encore totalement aboli, parce qu'il y a des nouveaux esclavages, mais quand même le sens de l'histoire, c'est de libérer l'être humain. Le sens de l'histoire, c'est de reconnaître la pleine humanité de l'embryon, et notamment de l'enfant à la naissance, face même aux maltraitances de ses propres parents. Et là, nous sommes dans cette nécessité de choisir, d'un choix de société, entre la fabrication de l'enfant pour les adultes et puis l'accueil d'un repère millénaire. Et là, de ce fait, il y a effectivement ce risque que le gouvernement, en accélérant les choses sans véritablement débattre, dans la France, pays de droits de l'homme, soit une mauvaise lumière pour le reste du monde, par rapport à d'autres pays peut-être qui sont moins réputés pour leur débat de société. Et comment vous expliquez justement que ce choix de civilisation étant crucial, important pour notre avenir, il est aussi peu débattu, ou du moins dont le débat est aussi peu organisé? Moi je ferais peut-être un parallèle entre la toute-puissance du projet, qui vise effectivement d'une certaine manière à effacer la complémentarité père-mère. Et je fais une petite parenthèse, en discutant avec des jeunes générations qui souvent sont pour ce mariage pour tous par générosité, quand on leur fait parler de ce qu'est un père et une mère, les mots se ressemblent pour l'un ou l'autre et sont totalement différents de l'un à l'autre. Ça veut dire qu'il y a quand même une réalité. Voilà. Et du coup, j'ai oublié votre question, pardon. Comment vous expliquez le fait que ce débat soit aussi peu organisé, d'une manière institutionnelle, d'une manière structurelle? Merci de me ramener à mon fil. Il y a cette toute-puissance du projet et la toute-puissance du gouvernement qui correspond. C'est-à-dire qu'il a pensé devoir passer en force, en fermant les yeux sur les conséquences. Je pense que le président de la République, dans sa mesure 31, n'a pas imaginé du tout ni les conséquences, ni la résistance que ça provoquerait. Et je pense que beaucoup de manifestants n'ont pas imaginé qu'un jour, ils devraient descendre dans la rue pour simplement rappeler qu'un homme est né, un être humain est né d'un homme et d'une femme. Ça aussi, c'est donc il y a une forme de toute puissance face à cette culture du bon sens populaire qui se dit mais des choses que je ne pensais pas devoir défendre, de mon propre patrimoine, de l'intimité profonde de mon existence, voilà que je dois le défendre face à la toute puissance. Peut-être qu'il y a une tradition en France, quand le pouvoir devient tout puissant, le peuple se rebelle. Et je crois que ce qui est né aujourd'hui dans la diversité de notre mobilisation, c'est qu'on se rebelle face à quelque chose qui, au fond, est d'une rigidité très forte. Je pense que se rejoue la fable du chien et du roseau. Le gouvernement n'a pas plié d'un poil dans ses réactions. Eh bien, il va falloir déraciner, sans doute plus fortement, cette espèce d'instinct de toute puissance qui l'anime. Alors, je vous propose justement de parler du débat, parce qu'il est quand même crucial, et c'est à partir de là qu'au fond, on pourra en sortir un bien, notamment dans les directions, les choix à prendre. On pourra s'interroger, Rémi Braque, Jean-Louis Schlegel, sur cette difficulté des politiques eux-mêmes, mais aussi des citoyens à s'emparer de ce débat, même si, au fond, cette réussite de cette manifestation aujourd'hui, telle que vous l'avez évoquée, pourrait nous surprendre. Si on prend 6 mois de recul, on ne pouvait pas imaginer il y a 6 mois avoir que vous ayez mis autant de personnes dans la rue. En tête de cortège depuis la place d'Italie, les élus étaient réunis, nombreux, d'ailleurs aussi à Denfert Rochereau et puis Porte-Maillot. Le débat démocratique, ce fut aussi l'objet de ces personnes qui portent ces écharpes en travers. Ils sont maires, ils sont élus. Sybille Delettre a réalisé son reportage. Avant de les retrouver, je vous remercie beaucoup, Tuc Duhalderville, et je vous libère parce que vous avez d'autres engagements. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes porte-parole de cette Manif pour tous et délégué général d'Alliance Vita. On poursuit notre échange, mais tout de suite ce reportage de Sybille Delettre. C'est en chantant la Marseillaise que la centaine de députés et sénateurs opposés au projet de loi ont battu le pavé cet après-midi. En tête de cortège, Jean-François Copé et de nombreuses figures de l'UMP. Je pense que tout ça nous est imposé d'en haut et c'est la raison pour laquelle
Vous le voyez, nous sommes aussi nombreux, élus UMP, à avoir souhaité manifester au milieu de dizaines et dizaines de milliers de Français. La mobilisation est considérable aujourd'hui pour simplement dire à François Hollande que le temps n'est vraiment pas à imposer d'en haut un projet qui divise profondément les Français. On est sur un sujet qui mérite un grand débat d'ampleur nationale et que à la fois les grandes religions, les pédopsychiatres, les associations, tout le monde puisse s'exprimer. Il n'y a rien qui est urgent sur ce sujet. On peut très bien prendre 6 mois ou 1 an le temps d'avoir un vrai débat. Un cortège avec un mot d'ordre, l'ouverture d'un véritable débat, un engagement qui peut paraître surprenant alors justement que les députés et sénateurs seront dans les prochaines semaines acteurs du débat parlementaire. S'il y avait eu un vrai débat parlementaire, mais on se rend compte que les auditions étaient complètement truquées, qu'elles ont eu lieu dans des conditions qui étaient scandaleuses, donc on ne peut pas se satisfaire d'un débat parlementaire qui commence de cette manière. Donc c'est pour ça aussi que nous sommes à côté de nos concitoyens, c'est pour réclamer ce grand débat. On va essayer de le faire vivre au niveau du Parlement, mais encore une fois, il démarre sur de très mauvaises bases. C'est vraiment un passage en force auquel on assiste et je crois qu'on peut le regretter. À un moment où il faudrait que, compte tenu du contexte économique, compte tenu du contexte que nous vivons ces jours-ci, alors qu'il y aurait besoin que la France se rassemble, le président est en train de tout diviser sur des sujets de société comme ça. C'est exactement l'inverse de ce qu'il préconise. On est là. Retrait du projet, référendum, les revendications sont multiples. Prochaine étape pour les députés, maintenant le dépôt d'une motion demandant un référendum le 19 janvier prochain. Voilà, on a ces différentes réactions des responsables politiques et notamment des parlementaires qui vont se saisir de ce projet de loi. On entendait à l'instant Xavier Breton qui disait des auditions truquées par la commission des lois. Jean-Luc Schlegel, vous êtes d'accord? Vous trouvez que c'est exagéré? Vous trouvez que c'est une parole de l'opposition? Effectivement, non, mais là où il a raison, l'organisation des débats tels que je les ai vus, et alors en particulier la réception des religieux, des responsables religieux, n'a pas été très bonne. Je ne suis pas sûr. Quand vous dites pas très bonne, ça veut dire quoi? Oui, non, mais je veux dire, ils ont été reçus, ils ont pu être reçus ensemble. Ce qu'ils ont regretté après, parce qu'ils ne voulaient pas apparaître non plus comme un front des religions. Oui. On voit bien, tout le monde marche un peu sur des œufs dans cette affaire. Pourquoi n'y aurait-il pas un front commun des religions? Mais de fait, Gilles Bernheim, donc le grand rabbin de France, l'a regretté avant-hier ou ces jours-ci. Donc voilà, et puis alors les députés socialistes qui étaient invités à donner la réplique, moi je les ai trouvés un peu ridicules, je ne le cache pas. Moi j'ai ri aux éclats en les voyant. Donc, parce que c'était... Non mais il y en a surtout un, le député de la Manche, dont j'ai oublié le nom maintenant, a fait un anticléricalisme de papa du 19e siècle qui était absolument risible. Donc non, là effectivement ce n'était pas très bon. Maintenant, je crois que celui qui l'a fait, le député Binet, je crois, socialiste, je n'ai pas eu l'impression que c'était quelqu'un de méchant, que c'était quelqu'un qui cherchait à ruser totalement pour éviter le débat. Voilà, mais on peut en discuter. Je trouve là c'est un propos polémique politique, à mon avis. Bon, il n'y a pas de méchant ou de gentil dans l'affaire. Le plus suspect étant évidemment le fait de se considérer soi-même comme étant le gentil. Et les autres, étant rejetés dans les ténèbres extérieures. Vous avez employé un mot que j'ai beaucoup aimé, Jean-Louis, c'est le mot anticléricalisme. Je peux bien vous dire maintenant que si je suis venu à cette manifestation, moi qui déteste ça, je suis un petit peu agoraphobe, j'aime pas, puis j'ai mal aux pieds, bref. Je suis venu par anticléricalisme. Ah tiens, pour quelle raison? J'aime pas les curés. La pire espèce de curé étant, avant même le défroqué, le curé laïque, celui qui vous fait la morale. Celui qui vous explique, n'est-ce pas, que lentement, pour que vous compreniez, parce que vous n'êtes pas trop malin. Écoutez, si je suis venu, c'est parce qu'un ami, que je remercie ici publiquement, je n'ai pas besoin de le nommer, m'a envoyé, au lendemain du 15 août, l'éditorial qui avait été publié dans un grand journal du soir, que je ne nommerai pas, un grand journal du soir qui vous fait la morale, c'est son fonds de commerce, et j'ai trouvé là-dedans une arrogance absolument insupportable, un prêchi-prêcha du genre nous sommes en retard, mais enfin nous allons essayer de faire aussi bien que les Belges et que les Espagnols. Et de toute façon, les adversaires du projet n'ont aucun argument. Aucun argument.
Alors, effectivement, d'ailleurs, c'est vrai, puisque comme on ne les écoute pas, regardez les débats, je vois certains médias, je pense surtout radiophoniques et culturels, je ne voudrais pas donner de nom, dans lesquels vous avez 4 personnes, un partisan de la loi, un chaud partisan de la loi, un ardent partisan de la loi et un ardent défenseur de la loi. Bon, on n'entend pas les arguments de leurs adversaires. Alors, et j'admire d'ailleurs que ce soit une télévision confessionnelle, donc selon la bien-pensance habituelle, une télévision qui doit être nécessairement biaisée par rapport aux télévisions d'État qui invitent 2 personnes qui sont d'avis différents. Comment vous expliquez cette difficulté, au fond, à dialoguer? Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce qu'il y a une incapacité? Est-ce qu'il y a tout simplement un manque d'intérêt? Je crois quand même que pour les grands médias français, comme on le dit, en globalisant peut-être un peu trop, je parle surtout des médias audiovisuels, on dit parfois qu'ils sont quand même globalement anticléricaux. C'est-à-dire ça peut être un anticléricalisme assez vif, mais ça peut être un anticléricalisme gentil, mais en gros, ils ne réservent pas aux religions ou aux religieux, en quelque sorte, la place qui leur revient dans le débat public. Hein, ou alors, ils les piègent parce qu'effectivement, ils sont seuls sur un plateau contre 3 autres, et le journaliste lui-même, qui a déjà des opinions un petit peu anticléricales. Bon, il faut se méfier en même temps, est-ce qu'on ne fait pas des procès d'intention trop vite dans ce genre de choses? Moi, il y a une chose sur laquelle je reviens, par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est j'ai quand même l'impression, alors Rémi Braque, qui connaît bien ces questions, confirmera ou infirmera, il y a quand même... J'ai parfois senti qu'il y avait 2 langages différents dans tout ce débat depuis le début. J'allais dire, il y en a qui croient, et forcément, c'est quand même plutôt le cas des croyants, de ceux qui sont religieux, qui sont encore, je dirais, qui ont une vision un peu métaphysique de l'existence, enfin, c'est-à-dire qui croient à j'allais dire des principes éternels, enfin des choses qui valent, qui ont valeur par elles-mêmes, qui tiennent. Et effectivement, j'ai eu l'impression pour un moment que, comme ailleurs, hein, comme dit le philosophe allemand Jürgen Habermas, il y a toute une partie de la société qui est complètement post-métaphysique, c'est-à-dire des arguments en termes de valeur de la vie, de la mort, enfin des arguments, on va dire, un peu éternels, n'ont plus de sens. Alors à ce moment-là, effectivement, une espèce de relativisation générale des problèmes, mais que je sens aussi comme sociologue. Alors c'est peut-être ma matière, si vous voulez, qui me fait réagir comme ça. Disons, je sens quelque part qu'on ne peut pas s'écouter parce qu'on n'a pas les mêmes références. Rémi Braque. Je voudrais juste faire une remarque, pas directement sur ce qui vient d'être dit, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais sur une comparaison que l'on a faite assez souvent ces derniers jours avec la grande manifestation de 1984. Et on lisait un peu partout, bon, vont-ils réussir à attirer autant de monde? Vont-ils réussir à faire reculer le pouvoir comme Mitterrand, le premier François, avait reculé en 84? Bon, je trouve que cette comparaison est un petit peu boiteuse et tourne, si on y tient quand même, à l'avantage de ce qui vient de se passer cet après-midi. C'est-à-dire ? Eh bien, je veux dire qu'en 84, on pouvait très bien dire que l'Église se battait pour elle-même, à savoir pour l'école catholique. Que c'était l'école catholique, enfin les parents d'élèves d'école catholique, etc., qui se défendaient contre le projet d'une sorte de grand service unique. Enfin bon, les historiens pourront vous raconter tout ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'avais pas participé à cette manifestation de 1984, parce que je suis un pur produit de la laïque. Bon, donc pour vous, c'est pas la défense d'un intérêt. Eh bien alors là, justement, j'ai l'impression que le seul beefsteak que l'on essaye de défendre, si j'ose filer la métaphore, c'est la chair humaine. C'est l'humanité de l'homme. Enfin, c'est ce qui fait que l'homme est homme. C'est ce qui fait que l'enfant, par exemple, peut réussir à se structurer comme un être humain, à accepter justement de n'être que la moitié de l'humanité et pas cette espèce de sphère autosuffisante qui hante les fantasmes de l'humanité, peut-être depuis Platon. Je voulais,
pour dire la différence de sensibilité. Tout à l'heure, je voyais ces images de familles entières qui venaient. Alors, c'était des familles, mettons 40 ans, 5 enfants, magnifiques. Pas seulement. Non, pas seulement, mais on en a vu, quoi. Hein, et on sent bien que... Il y a aussi des gens qui disent, moi j'ai été adopté, moi je suis orphelin. Non, mais on a vu de tout. Hein, et là, on a vu aussi cela. Mais je dirais, on a quand même montré quelques-unes qui étaient fières de marcher. Et or... Moi, je me rends compte de ça dans les milieux très déchristianisés, très sécularisés que je fréquente. Parfois, ce genre de famille fait rire, en disant, mais voilà, c'est exactement la famille catho, en effet, qui ne peut pas comprendre en quelque sorte le côté déjanté, peut-être d'une certaine manière, de tant de famille. Voilà, c'était juste pour marquer cette différence de sensibilité que moi j'ai sentie très présente finalement. Alors, est-ce que du coup, les croyants doivent d'une certaine manière rester silencieux par peur d'être cristallisés ou apparaître avec une image qui serait déformante? Qu'est-ce que vous en pensez? Et cette présence des croyants, d'ailleurs, c'était intéressant de voir là Ahmed Jabala, par exemple, le président de l'UOIF pour les musulmans, présent au Champ de Mars, ce qui est assez surprenant d'une certaine manière. Je n'aime pas le mot croyant. Je ne l'aime pas. Et j'aime encore moins cette espèce de valorisation spontanée, naïve, que l'on accorde à celui qui croit par rapport à celui qui ne croit pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi les gens croient. Enfin, on peut croire aux soucoupes volantes. Je n'ai aucun respect pour les gens qui croient aux soucoupes volantes. Parce que ça ne peut pas être l'objet d'une croyance. Ou bien on peut... Mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans le débat? Eh bien, alors, comment, écoutez, de quelle manière? Alors, ils peuvent apporter, dans la mesure où ils ne se battent pas pour leurs propres intérêts. On peut d'ailleurs se demander qu'est-ce que serait que l'intérêt de la foi, enfin bon, l'intérêt de l'école à la rigueur. Bon, l'école, c'est des choses, enfin, puis c'est aussi de l'argent. Bon. Mais là, il n'y a pas ça. Il y a, je crois, ce que j'appellerais la conscience d'un devoir d'assistance à personne en danger. On a beaucoup reproché au pape Pie XII, à juste titre ou pas, bon, ce n'est pas mon problème. On lui a beaucoup reproché d'avoir dit peu de choses, d'avoir pas assez parlé au moment où l'humanité était menacée par un danger gigantesque, bon, et que Dieu merci, bon, on a pu éviter, mais au prix de combien de millions de morts. Eh bien, j'ai l'impression qu'il existe maintenant une sorte de devoir d'assistance à, je ne sais pas trop quoi dire, est-ce que c'est à civilisation en danger, est-ce que c'est à espèce en danger, je ne sais pas trop quoi dire, mais j'ai l'impression que c'est là qu'il faut se situer, et c'est pour les chrétiens, mais aussi pour tous les hommes de bonne volonté, je crois, un devoir de dire, attention, on marche sur un terrain miné, on risque d'aboutir à des choses très très graves, on risque d'aboutir à une sorte de déshumanisation de l'homme, si je puis risquer un mot peu élégant. Jean-Louis Schlegel. Oui, alors là, si on parle combat de civilisation, c'est quand même une vraie question de savoir d'abord, s'il y a un changement de civilisation, on en a déjà un peu parlé. Hein. Personnellement, je suis moins persuadé parce que je trouve que l'état des lieux est déjà tellement avancé du côté des changements familiaux que je ne suis pas sûr qu'on change de civilisation. Mais même, je me suis posé la question, même si c'était le cas, hein, est-ce qu'on doit mener un combat politique aussi fort pour maintenir en quelque sorte nos cadres de référence qui nous conviennent bien comme chrétiens et qui se trouvent coïncider en plus avec ceux de la naissance de la République finalement. Hein, c'est un peu ça. Je me pose la question. Hein, je me dis, est-ce qu'on ne va pas forcément vers une société où... c'est-à-dire il faudrait être chrétien même en abandonnant des cadres aussi fondamentaux. C'est-à-dire de dire, nous avons cette conception de la famille et nous y tenons. Nous y tenons comme la prunelle de nos yeux. Mais effectivement, nous renonçons à l'imposer, mais éventuellement même en pensant que ça peut être extrêmement mauvais, hein, que c'est très mauvais pour la civilisation. Hein, je trouve qu'il y a presque un problème théologique là derrière, c'est-à-dire... de toute façon, la question va se poser, hein, compte tenu de l'avancée de la sécularisation, comment va-t-on pouvoir continuer à imposer un certain nombre de critères? Là, je pars évidemment du point de vue que, malgré tout, dans tout ce débat,
l'Église catholique a pesé, et les catholiques ont pesé beaucoup plus que tous les autres. Et que même Philippine de Saint-Pierre, là, je l'écoutais un peu parfois cet après-midi, il a insisté beaucoup sur la diversité. Quand même, à mon avis, hein, tout le monde a compris, et d'ailleurs ça a été interprété comme ça, peut-être en partie à tort, mais quand même en grande partie à raison, ce sont les cathos qui ont résisté dans cette affaire. Parce que, en même temps, quand on voit avec les autres religieux, la contribution du grand rabbin de France, Gilles Bernheim, qui a marqué peut-être de manière très importante. Elle a marqué d'autant plus qu'elle a été beaucoup reprise du côté catholique. D'ailleurs, avec même des gens qui ont dit l'Église catholique insiste trop sur la rupture anthropologique, c'est-à-dire sur le côté civilisationnel, et pas assez presque sur sa propre ressource biblique, évangélique, et sa propre tradition catholique, pour dire pourquoi il ne faut pas changer. Le mot de la fin, Rémi Brague, de notre soirée, de ce débat. C'est que la Bible commence par une affirmation de la bonté du créé. Elle commence par une affirmation de la dualité constitutive de l'humain, puisque c'est en tant qu'homme et femme, en tant que mâle et femelle, que l'homme est à l'image de Dieu, que l'homme est l'image de Dieu. Je crois qu'il ne faut pas du tout opposer la défense de ce qui constitue l'humain, qui, pour un chrétien, et les autres ne sont pas du tout obligés de partager cette croyance, est fondée dans l'idée de création. Il ne faut pas du tout opposer cela à la Bible. Déjà comme si la Bible constituait une sorte de tout, car enfin il y a dans la Bible des choses terribles contre l'homosexualité. Et bon, ça je crois qu'il faudrait que nous expliquions avec ça. Voilà, il faut poursuivre la discussion, le débat, que nous fassions la un petit peu le ménage, si je puis dire. Je vous propose de finir cette édition spéciale en regardant le clip de cette journée, d'une certaine manière, avec les images marquantes de cette très forte mobilisation dans les rues de Paris pour cette manifestation nationale contre le projet de loi qui veut ouvrir le mariage aux personnes de même sexe et également l'adoption. Voilà, retour en images. Il ne s'agit pas simplement d'exprimer une position politique, il s'agit aussi de montrer comment notre manière de vivre reflète un attachement à un certain nombre de valeurs et d'engagements. C'est le peuple qui se lève, c'est lui qui décide. Et beaucoup de gens ici manifestent pour la première fois de leur vie, la toute première fois. Mais ils manifestent avec, je dirais, leur trip, avec une réalité intime, l'attachement vraiment à des repères propres à tout être humain, qui sont, comme on le répète, il faut le répéter, nés d'un homme et d'une femme. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux que nous voulons transmettre aux générations futures.
Et c'est avec ces images que nous concluons cette édition spéciale en direct après cette journée de mobilisation. Merci beaucoup à vous de nous avoir rejoints ce soir. Rémi Brague, Les Encres dans le ciel, c'est votre dernier ouvrage. Jean-Louis Schlegel, À la gauche du Christ, et ces deux ouvrages sont publiés au Seuil. Merci beaucoup de nous avoir suivis en direct tout au long de cette édition spéciale. Merci à Philippine de Saint-Pierre, directrice des programmes, et toutes les équipes de KTO mobilisées tout au long de la journée. Bien sûr, c'est un dossier à suivre dans les prochaines émissions de KTO, notamment jeudi soir dans l'émission À la source et bien sûr sur notre site internet. Très bonne soirée à vous.